Allez, c'est parti pour un nouveau live autour du climat, un live du Grand Forum du Patrimoine. Climat, quelle stratégie à 1 an, à 5 ans, à 20 ans? Pour en parler, je suis avec 2 spécialistes. D'une part, Olivier Ken. Olivier, bonjour. Bonjour Frédéric. Olivier, vous êtes gérant chez Ecofi. Et puis à vos côtés, Edmond Schaff. Edmond, bonjour. Bonjour Frédéric. Edmond, vous êtes gérant et responsable de l'ISR chez Senso IS. Vous êtes tous les deux actifs sur des fonds qui tournent autour du climat. On a une trentaine de minutes pour parler du climat à long et moyen terme. Il y a eu quand même autour de ces questions beaucoup de greenwashing. On a le sentiment que les politiques, mais aussi les entreprises, se sont saisies de cette question du climat. Vous, sur le terrain, vous le ressentez ? Oui, Olivier. Oui, je vais commencer. Oui, très clairement, on le ressent depuis plusieurs années. Sur la notion du climat, sur les énergies renouvelables. Mais la première raison, avant tout, c'est une raison économique, parce que les énergies renouvelables sont aujourd'hui économiques. Donc les entreprises s'intéressent et développent les énergies renouvelables. Donc c'est une raison objective. C'est une raison tout à fait objective. C'est un intérêt bien compris. Économique, tout à fait. Et dans un deuxième temps, effectivement, on le voit, les politiques. L'exemple le plus récent, c'est l'annonce du Green Deal. Et également, après, suite à la crise du Covid, ce plan de Recovery Fund, qu'on appelait le EU Recovery Fund, de 750 milliards d'euros, qui est plutôt un plan vert. Donc les politiques, les entreprises indéniablement, et je pense aussi les consommateurs. Il suffit de regarder les habitudes de consommation. Edmond, vous partagez? Alors je rejoins complètement ce que dit Olivier. Pour compléter, ce qu'on a vu depuis 2 ans, c'est que la crise sanitaire n'a pas du tout freiné les ambitions des entreprises et des gouvernements en termes climatiques. Les grandes puissances économiques se sont fixées des objectifs de 0 émission pour les États-Unis, le Japon, la Chine et même l'Inde entre 2050 et 2070. Et puis, ces objectifs zéro émission, c'est aussi en train de devenir une norme pour les entreprises. Il y avait à peu près, sur un panel de 200 grandes entreprises françaises, américaines et anglaises, il y avait à peu près 20% de ces entreprises qui avaient des objectifs de ce type-là fin 2019. Aujourd'hui, il y en a 65%. Donc, c'est vraiment un mouvement. Donc, soit les entreprises vont y aller spontanément, soit elles seront incitées par le cadre réglementaire. Ça bouge. Vous êtes gérant l'un et l'autre au cours des, 5, 10, 15, 20 dernières années. Qu'est-ce qui a changé dans la pratique? Vous rencontrez beaucoup de dirigeants d'entreprises. Qu'est-ce qui, concrètement, a changé dans leur pratique? Très concrètement, je dirais que la stratégie climat fait partie intégrante de la stratégie d'une entreprise. Il suffit de regarder aujourd'hui un truc très simple, c'est que l'ensemble des sociétés depuis des années publient un rapport financier. La plupart des entreprises maintenant, toutes les grandes entreprises des indices publient un rapport ESG. Donc c'est vraiment partie intégrante, il y a des équipes qui sont dédiées à cette stratégie et ça c'est ce qu'on voit à travers tous les pays et toutes les grandes sociétés. Ça c'est le premier point et le deuxième point c'est que de plus en plus depuis l'annonce du Green Deal, vous avez énormément de sociétés qui ont une feuille de route pour réduire leurs émissions concrètement sur les prochaines années. Dans les échanges, vous sentez que les dirigeants d'entreprise que vous interrogez pour savoir si vous souhaitez investir à leur côté ont des problématiques qui leur tiennent à cœur? Complètement, parce qu'en plus, si vous voulez, au-delà de la protection du climat et du réchauffement climatique, il y a un vrai enjeu économique. On est dans une transition, et comme dans toute transition, vous aurez des gagnants et des perdants. Ouais, il y a ceux qui sont en avance, les précurseurs, ceux qui attendent de voir, qui disent on va y aller, ceux qui savent danser et ceux qui savent pas danser. Ok. Et Edmond, même question. Oui, alors, qu'est-ce que vous voyez changer dans les échanges que vous avez avec vos interlocuteurs? Alors déjà, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a des entreprises qui n'ont pas attendu les 2 dernières années pour commencer à agir. Il y a beaucoup d'entreprises, on peut citer des Northland Power, des Ørsted, des Alphabet, des ASML, qui ont commencé à réduire leurs émissions et qui ont déjà considérablement réduit leurs émissions sur les 5 dernières années. Donc c'est déjà une pratique. Ça, c'est déjà une pratique. Et en fait, pour le moment, ils sont focalisés sur les émissions directes et leur enjeu pour les 5, les 10, les 15, les 20 ans à venir, c'est aussi de réussir à décarboner la chaîne de valeur. C'est-à-dire de avoir une sorte de rôle d'influenceur, ou à la mode dans notre époque, pour que leurs fournisseurs, leurs bonnes pratiques se répercutent sur leurs fournisseurs. D'accord, donc il y a encore du travail. Les secteurs les plus concernés par le changement climatique? Alors, il y a les secteurs dont on parle beaucoup et il y a les secteurs dont on parle pas beaucoup. Les secteurs dont on parle beaucoup, c'est la production d'électricité, les bâtiments, les véhicules électriques, parce que c'est des secteurs où il y a des belles histoires à raconter. Il y a un autre secteur aussi dont on parle beaucoup, c'est le pétrole et le gaz, où là, c'est un peu le contraire, c'est qu'il y a même pas beaucoup de belles histoires. Et puis, il y a 2 secteurs qu'on oublie un peu souvent, c'est les mines et les métaux.
qui est un secteur dont on va continuer à avoir besoin dans les décennies qui viennent. On est encore loin pour les batteries, entre autres. On a besoin de cuivre, de lithium, de terres rares. On est encore loin d'une économie 100% circulaire, donc on aura quand même toujours besoin d'avoir des sociétés minières. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des grandes différences en fait entre les entreprises dans ce secteur-là en termes de pratiques. On a des sociétés, par exemple, comme Norsk Hydro, qui a aujourd'hui une grosse part de son énergie utilisée pour produire de l'aluminium qui est sourcé à partir d'énergies renouvelables, donc a réussi à faire baisser son empreinte carbone et encore de 10% là, sur les 3 dernières années. Et puis à l'inverse, on a d'autres sociétés, je pense par exemple à un Barrick Gold, qui est une société qui produit de l'or. On n'a pas encore beaucoup investi sur la question, c'est ça ? Sur ces questions-là, et pourtant l'or, c'est une empreinte. Il y a plein de problématiques environnementales liées à l'or, et en plus c'est de l'ordre de 5000 tonnes de CO2 nécessaires pour extraire une tonne d'or, donc c'est vraiment un impact important, et c'est une société qui pousse pas beaucoup, et je rejoins tout à fait ce que disait Olivier, ça pourrait dans l'avenir lui coûter cher. En fait, si on prend l'hypothèse d'une taxe carbone de $100 la tonne au niveau mondial, ce qui est loin d'être une hypothèse farfelue. On regarde le prix en Europe, aujourd'hui on est autour de $90. La Chine s'est passée assez inaperçue, mais vient d'ouvrir son marché du carbone l'an passé. Et ça, s'il y avait cette taxe au niveau mondial, ça lui coûterait plus de 10% de son EBITDA. Donc c'est quand même un coût financier très significatif. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a des opérateurs, y compris sur ce qui n'est pas directement visible, ce qui était directement visible, vous l'évoquiez, c'est l'électricité, les producteurs d'hydrogène. En amont, il y a des opérateurs qui ont déjà fait une partie du travail, et puis d'autres, là, tel cet extracteur d'or, cette société aurifère, qui n'a pas encore décidé d'avancer sur le chantier. Oui, et puis comme le dit Edmond, c'est un impact économique, c'est-à-dire que c'est des pénalité finalement, que ce soit des pénalités imposées ou des pertes de chiffre d'affaires, des pertes de parts de marché, mais il y a un réel impact économique. Pensez à l'automobile et à la taxe sur les émissions de CO2. Oui. Même question, Olivier, sur les secteurs qui sont concernés. Quel autre secteur, mis à part ceux qu'ont évoqués Alors, il y a ceux évoqués par Edmond. Il y a ensuite, selon nous, un secteur qui est très intéressant dans cette optique, c'est l'agriculture. L'agriculture, on l'oublie souvent, mais c'est responsable de 13% des émissions. Et aujourd'hui, c'est intéressant de s'intéresser aux solutions pour décarboner l'agriculture. Donc, les deux sources d'émissions dans l'agriculture, vous avez le bétail. Donc là, ça concerne plus le méthane que le CO2, mais globalement les émissions. Et ensuite, c'est bien sûr l'utilisation des fertilisants, des pesticides, des fongicides. L'azote. Exactement. Et aujourd'hui, vous avez des solutions pour réduire cette consommation. En fait, c'est ce qu'on appelle l'agriculture de précision. Donc ça, c'est une thématique qui nous intéresse depuis des années, qui était un peu... C'est quoi l'agriculture de précision ? En fait, il faut savoir qu'aujourd'hui, dans l'équipement agricole, dans les tracteurs, vous avez plus d'électronique embarquée que dans une voiture. D'accord. Donc on a commencé par le GPS. Aujourd'hui, vous avez des logiciels qui vous permettent de planter avec précision. Si vous plantez avec précision, vous augmentez le rendement et vous diminuez l'utilisation des pesticides. D'accord. Là encore, l'adoption, alors il y a des raisons environnementales, mais le gros driver de l'adoption va être économique. Parce que quand vous regardez le budget des fermiers, notamment aux États-Unis, 40% du budget provient de l'utilisation de pesticides, de fertilisants, etc. Donc en fait, la proposition... C'est de la chimie, Exactement. Donc la proposition, c'est de baisser votre coût et de réduire les émissions. Et là, on voit depuis quelques années, on le voit avec John Deere qui est le leader mondial, une accélération de l'adoption. Donc ça, je pense que c'est pas encore vraiment sur les radars de tous les investisseurs dans ce secteur, mais je pense que c'est très intéressant. De même, sur la même chaîne de valeur, après vous avez la nutrition. Et là, ce qui nous intéresse, c'est les changements d'habitude de consommation du consommateur. C'est-à-dire d'aller vers du non-carné, c'est ça ? Du non-carné, de la protéine végétale. Là encore... sans parler des convictions, sans parler du bien-être animal, après c'est une équation mathématique. On est 7 milliards, on va passer à 10 milliards. 2 tiers des terres rares sont déjà utilisés pour nourrir le bétail. Il n'y aura pas du T-bone pour tout le monde. Non. Donc il faut des protéines, il faut trouver d'autres sources de protéines. Il y en a partout. Il y en a bien sûr, il y en a partout. Lentilles. Protéines végétales. Donc en fait, et on le voit, il suffit d'aller au supermarché, le rayon protéines végétales commence à prendre de l'espace. Mais c'est vrai qu'il y a un frein culturel quand même, parce que si on prend le cas de l'Europe et de la France, notre habitus alimentaire, c'est de dire qu'il faut manger de la viande, c'est bon pour la santé. Oui, c'est vrai. Il va y avoir un travail d'éducation. Et c'est ancré. Ceci dit, vous l'avez dit en introduction, on est sur une décennie, c'est-à-dire on est sur des trends très longs, mais en tant qu'investisseur, ça nous intéresse. J'ai l'impression en vous écoutant qu'en fait, au-delà des secteurs qui sont fer de lance à l'avant, il y a derrière de très nombreux secteurs qui sont concernés par cette problématique du changement climatique et sur lesquels on peut agir. J'ai l'impression que tous les secteurs peuvent être directement ou indirectement concernés. Tous les secteurs, comme l'a dit Edmond, sont concernés, indéniablement. Donc après, ce qu'on fait en tant qu'investisseur, c'est qu'on classe en fait les secteurs du plus émetteur au moins émetteur. D'accord.
Ensuite, ce qui va nous intéresser effectivement, c'est, on estime qu'aujourd'hui, on a à peu près 75% des technologies qui existent qui vont permettre de décarboner. Il faut encore en inventer 25 au cours des 3 prochaines décennies. D'accord. Donc après, ce qu'on va regarder, c'est le degré de maturité des technologies qui vont permettre de décarboner. Alors c'est assez évident que pour le mix énergétique, c'est fait, c'est-à-dire c'est les énergies renouvelables, c'est économique, je l'ai rappelé, donc ok. Mais ensuite, vous avez d'autres technologies qui pour le moment ne sont pas économiques. Quand on parle de sidérurgie, de métallurgie, le moyen de décarboner va être l'utilisation probablement d'hydrogène, ce qu'on appelle vert. L'hydrogène vert, on sait le produire depuis des années avec des électrolyseurs. Le problème, c'est que c'est pas économique. Donc pour le moment, la technologie n'est pas mature, il va falloir la rendre économique. On pense, c'est ce qu'on appelle, c'est les effets d'échelle qui vont permettre de le rendre économique, comme dans le solaire, comme dans l'éolien. Donc aujourd'hui, c'est pas rentable. On a besoin des pouvoirs publics pour le financer. Il faut du volontarisme. Il faut des subventions. Initier un mouvement. Et les effets d'échelle feront le reste. Et ça deviendra économique. Et à ce moment-là, vous avez une accélération de l'adoption. Il y a un point que j'aimerais qu'on aborde, parce que cette problématique du climat, c'est pour les entreprises une opportunité, mais vous parliez d'agriculture intelligente ou micro-organisée avec des capteurs, etc. Ça permet d'économiser sur les intrants, sur les pesticides, etc. Mais en même temps, il faut le tracteur intelligent, donc c'est aussi un coût. Donc le climat, on nous dit, ouais, ça peut être une opportunité pour les entreprises, mais je crois que c'est vous, Edmond, qui évoquiez tout à l'heure le cas d'une valeur d'une société orifère, qui ne semble pas encore décidée à investir pour réduire ses externalités. Ça a un coût. Tout à fait. Alors, déjà, c'est évidemment une opportunité pour tous les secteurs dont on a parlé, le renouvelable, l'efficacité énergétique, les véhicules électriques, l'hydrogène. C'est probablement des croissances très fortes dans les décennies qui viennent. On pourrait même dire des croissances à 2 chiffres du chiffre d'affaires. Donc ça, ces secteurs-là, c'est clair que c'est une opportunité pour eux. Pour les autres entreprises, ça reste, à notre sens, une opportunité de s'adapter parce que aujourd'hui, comme l'a dit Olivier, les technologies sont matures. Donc, c'est-à-dire que vous adoptez ces technologies-là, en fait, vous allez faire des économies sur vos postes de coûts, de consommation d'énergie. Même aujourd'hui, avec le prix de l'énergie qui est en train d'exploser un peu partout, en fait, vous pouvez rentabiliser très vite des investissements dans de l'efficacité énergétique ou dans du renouvelable, parce que le renouvelable, vous avez la visibilité sur le coût pour les 20 prochaines années. Et puis aussi, il y a une autre source de coût pour les entreprises dont on parle pas beaucoup, qui est celle liée là, non pas à la transition énergétique, mais liée au changement climatique en lui-même, avec la multiplication d'événements climatiques extrêmes, de type stress hydrique, inondation, à l'inverse, etc. Et ça, ça peut représenter potentiellement un vrai coût pour les entreprises, parce que si vos sites de production ou ceux de vos fournisseurs sont pas localisés au bon endroit, vous êtes malheureusement victime d'événements climatiques extrêmes, vous pouvez ne plus être capable de fournir vos clients pendant un certain temps, vous allez vous faire piquer des parts de marché par vos concurrents qui, eux, ont réfléchi à cette problématique-là. Donc, effectivement, il y a à la fois des coûts et des opportunités pour les entreprises et pour toutes les entreprises, encore une fois. Olivier, vous voulez compléter? Oui, juste quelques chiffres. Je suis complètement d'accord. Après, bien sûr, un investissement, on estime que c'est plusieurs trillions par an pendant les 30 prochaines décennies, à la fois financement public et privé. Après, il faut juste rappeler que c'est pas une mauvaise chose pour une société d'investir. Bien au contraire. Après, la question quand on investit, c'est pas tant l'investissement, c'est le retour sur investissement. Quand on parle on a mentionné les semi-conducteurs, on a mentionné ASML tout à l'heure. ASML, c'est un équipementier. Ils font de la lithographie, ce qui vous permet de graver des puces. ASML est aujourd'hui leader mondial. Ils ont un monopole sur les nouvelles technologies. Ce monopole provient d'un investissement qui s'est fait sur les 10 dernières années. Et le cours de bourse est multiplié par 7. Donc en fait, oui, la question qu'il faut se poser, c'est bien sûr le montant de l'investissement, le financement de cet investissement, mais les retours futurs de cet investissement. Est-ce qu'il n'y a pas une question... je pense que ça concerne les dirigeants, mais ça concerne aussi les investisseurs de temporalité. C'est-à-dire que quand on parle de climat, on est sur des cycles longs. C'est en décennies, c'est 10 ans, c'est 20 ans, c'est 50 ans, parce qu'il y a des mécanismes qui s'enclenchent. Puis quand on parle agir, souvent ça impacte le bas de bilan l'année X. Est-ce que les investisseurs boursiers, les particuliers, arrivent à comprendre on investit aujourd'hui, que le cours de bourse aujourd'hui c'est important, mais il y a aussi le futur que construit ou que ne construit pas l'entreprise avec des bénéfices dans 5 ans ou dans 10 ans ou dans 15 ans. Et puis aussi pour le dirigeant d'entreprise qui parfois peut lui aussi avoir une vision un petit peu court-termiste en disant moi mon bonus il est calé sur les bits. Donc, mon intérêt personnel à court terme pour mon bonus 2022, c'est pas d'investir pour 2030. C'est ces temporalités. Comment vous faites, vous, en tant que gérant, parce qu'il y a un travail de pédagogie à faire aussi, j'imagine, en interne, auprès des équipes, auprès des commerciaux, pour qu'ils
Alors déjà, nous, en tant que gérants, ce décalage en fait entre les marchés qui se focalisent beaucoup sur les événements de court terme et le fait de penser à long terme peut en fait nous permettre de saisir certaines opportunités. Je pense typiquement à ce qui s'est passé sur les 18 derniers mois, par exemple, sur les producteurs de turbines éoliennes, qui ont souffert au niveau de leur marge de la hausse des coûts des matières premières. Donc les cours de bourse ont baissé sensiblement, mais quand on connaît la visibilité et la croissance future de ce secteur-là, on peut se dire que c'est vraiment des opportunités pour renforcer ce type de valeur. Il y a un trend de fond qui fait que même s'il y a un peu de volatilité... Ouais, en fait, même si on peut en profiter en fait de cette volatilité-là, nous, pour construire des positions avec toujours cette vision sur un horizon long. Et la deuxième question, c'est de se dire, OK, le long terme, oui, le changement climatique, c'est une problématique à long terme, mais finalement, quand est-ce qu'il va se matérialiser? Quand est-ce qu'il va devenir une problématique de court terme? Ça, on n'en sait rien du tout. Ça peut arriver très vite. Les événements climatiques dont on parle, là, ils commencent déjà à se produire et donc ils peuvent se matérialiser n'importe quand pour une entreprise. Et du coup, c'est important d'être préparé pour le cas où ces événements se matérialisent. On sait en fait pas quand ils vont arriver, mais nous, on sait que dans notre portefeuille, on a fait notre best effort pour être le mieux préparé possible à la matérialisation de ces événements, à l'arrivée de ces événements. Ce qui demande un peu une certaine discipline, une certaine conviction. Il faut entraîner les équipes. Ça demande de la discipline, ça demande de la rigueur, de la concentration. Après, c'est vrai que c'est la problématique de ce métier, c'est-à-dire que l'investissement en bourse, il faut le rappeler, c'est un investissement sur 10 ans. Ouais. C'est censé être sur 10 ans, 15 ans. Après, on est jugé au jour le jour, la volatilité des marchés. Donc après, vous avez des séquences. Il y a des séquences où finalement, ce qui domine, c'est la macro, ce qu'on connaît en ce moment depuis le début de l'année. Et il y a des séquences où c'est plutôt la micro. Quand vous regardez sur longue période, c'est la micro qui fait la valorisation des boîtes. C'est pas l'environnement. Alors, l'environnement macro influe, mais la grosse partie de la valorisation, c'est la micro. Donc, il faut se concentrer là-dessus. Il faut faire un peu de pédagogie, c'est vrai. Il faut surtout, vous mentionnez la problématique des dirigeants. Il faut échanger et rencontrer régulièrement les entreprises dans lesquelles on a investi. C'est pour ça que nous, on aime bien des équipes stables, pour les problématiques que vous avez mentionnées sur les bonus, notamment. On aime bien connaître la politique de rémunération des dirigeants et de les accompagner. Voilà. Après, on passe beaucoup de temps en amont à sélectionner les valeurs, à les suivre. Et après, effectivement, il faut se concentrer. On ne peut jamais occulter la macro, bien entendu, dans ces métiers. Mais voilà, il faut, je pense, se concentrer sur les sociétés dans lesquelles on investit. Le climat, alors je crois que c'est Edmond qui évoquait le fait qu'il y a des événements climatiques qui montrent qu'il y a un vrai sujet. Tout le monde en est d'accord, c'est vrai qu'il y a eu un peu du déni pendant un certain temps. Est-ce qu'à l'inverse, il n'y a pas un petit mouvement de balancier? Est-ce qu'il n'y a pas, je dirais pas un phénomène de surenchère, mais d'engouement. Est-ce que du coup, il n'y a pas certaines entreprises dont la valo atteint parfois des niveaux, je ne dirais pas excessifs, mais un petit peu trop élevés? Alors, il y a eu, je pense que c'est pas propre à la thématique du climat, c'est vraiment propre à toutes les thématiques de croissance, comme ça, de croissance très forte. Il y a eu plusieurs épisodes comme ça, on en parlait juste avant. En 2007, il y avait déjà eu une forme de bulle sur les valeurs vertes, et puis on a reconnu à nouveau ce phénomène en 2020. Là, ça s'est quand même en grande partie corrigé. Depuis sur l'année 2021 et le début d'année 2022. Donc nous on pense que c'est plutôt maintenant un point intéressant pour s'intéresser à cette problématique là. Et après nous en tout cas chez Sansot dans notre portefeuille, on veille aussi à être sur tous les secteurs. Donc ça veut dire pas être juste sur les valeurs très à la mode, vertes, de l'hydrogène, du renouvelable, etc. Être bien diversifié. Et finalement dans notre portefeuille, on a une valorisation qui est en ligne avec celle du MSCI World. Et d'ailleurs, on n'a pas particulièrement souffert des rotations. Donc, on a aussi cette logique de construction de portefeuille et de discipline en termes de valorisation. Ce que je retiens, un de vos messages, Edmond, c'est de dire, bah oui, il y a de la volatilité, mais dès lors qu'on va sur les marchés, on accepte de s'exposer à la volatilité, quoi. Sinon, faut faire autre chose. C'est un peu ça. Tout à fait. Oui, c'est vrai. On peut juste rajouter qu'il y a un effet flux indéniable. On parlait d'effet de mode. Ouais. Avec les ETF, tout le monde le sait. C'est vrai que la forte hausse de valorisation du secteur en 2019 et surtout en 2020 a été aussi liée à ça. C'est-à-dire que les ETF climat sont les ETF qui ont le plus collecté en 2020. Quand un ETF collecte, il doit investir. Je dirais qu'après, ce qui est intéressant en termes d'opportunité, c'est que finalement, l'ETF va acheter quand ça monte et vendre quand ça baisse, par construction. Nous, on essaie plutôt de faire l'inverse. Donc, on peut avoir des opportunités dans cette volatilité. Olivier, vous évoquez les flux. Est-ce qu'on peut parler des investisseurs, alors que ce soit les investisseurs individuels, ceux qui ont investi sur les fameux ETF climat, là, on dit ça fait des flux, hein. Et puis aussi les investisseurs professionnels, parce que vous, en tant que gérant, vous êtes un investisseur professionnel, vous avez aussi un rôle auprès des entreprises, puisqu'à un moment,
vous êtes en contact avec les dirigeants, vous leur apportez un feedback sur ce qui vous semble être conforme à l'objet social de l'entreprise, le fait d'investir pour l'avenir, ou au contraire, on a le sentiment que les gars laissent passer le train sans monter dedans. Oui, tout à fait. Mais en fait, on peut le faire par différentes façons. Je le disais, on rencontre pas mal de sociétés. Nous, chez Ecofi, on voit à peu près une société par jour. Donc après, il y a différentes possibilités de faire passer le message. Le premier, c'est d'instaurer un dialogue lors de ces entretiens, en mettant en avant effectivement les indicateurs qui nous intéressent, que ce soit pour l'environnement, mais pour le social, pour la gouvernance. Le deuxième moyen, c'est de donner son avis, c'est-à-dire de voter. Chez Ecofi, l'année dernière, je crois qu'on a participé à peu près à 300 assemblées générales. De voter et pas systématiquement voter oui. Nous, je pense qu'on a un taux de refus qui est de l'ordre de 38%, donc c'est la double des sociétés de gestion. Donc des résolutions, vous dites non. On dit non, donc c'est un moyen de faire entendre sa voix, mais ça soit un institutionnel ou un particulier, c'est le principe. Et puis, encore une fois, nous, on croit beaucoup au dialogue. Tout le monde est embarqué sur la même voie. Après, effectivement, il y a des sociétés qui sont en avance, d'autres qui sont en retard. Et c'est vrai que les entretiens avec nos équipes ISR peuvent leur permettre d'améliorer la transparence, d'améliorer la communication et les actions. Oui, parce qu'effectivement, tout le monde vote, mais entre le particulier qui a 10 actions et puis le gérant qui a 20 000 actions, on peut se dire que le poids du gérant est un petit peu plus lourd. En effet, c'est l'avantage du gérant, c'est que quand il contacte l'entreprise, c'est notre cas, je rejoins tout à fait ce que dit Olivier, on a des contacts réguliers avec les entreprises. Les entreprises, en général, leur répondent à nos questions, déjà pour commencer. Pour vous prendre un exemple, on a écrit... Alors, déjà, on sélectionne, bien sûr, des entreprises qui ont quand même des politiques climat un petit peu avancées, mais on a écrit, par exemple, à Nike, qui avait raté ses objectifs de réduction d'émissions pour l'année 2020, pour comprendre ce qui s'était passé, pourquoi, et qu'est-ce qu'ils comptaient faire pour corriger le tir et atteindre leur objectif 2025. Ils répondent ? Et ils répondent. On a eu un échange avec eux, vidéoconférence, etc. C'est convaincant ou c'est juste... Alors là, dans le cas présent, c'était convaincant. On a eu d'autres sociétés, par exemple, comme Equinix, qui est une société qui est d'hébergement de serveurs, notamment, où là, c'était sensiblement moins convaincant. Donc, on a quand même gardé la position, mais on a mis sous surveillance un peu plus importante. Ok, il y a un vrai dialogue. C'est-à-dire, quand vous avez une question, vous écrivez aux gens, on ne comprend pas, il y a 5 ans ou il y a 3 ans, vous aviez annoncé X, Y, Z, et puis il y a un décalage entre ce que vous aviez annoncé et la réalité. Et donc là, l'entreprise répond, et puis vous jugez, entre guillemets, sur pièce, en disant, oui, ok, on a compris pourquoi il y avait ce décalage, ou on n'est pas convaincu. Exactement. Et là, on met sous observation. Exactement. Soit on met sous observation, soit on vend. C'est justice vraiment, on n'est pas convaincu du tout. Qui est la sanction ultime quand on vend, c'est qu'on se dit, oh là là, ça arrive souvent. On se dit, oh là là, il y a une dissonance cognitive, on avait mis ça en portefeuille il y a 3 ans, 5 ans, on a fait un bout de chemin, et puis là, on a l'impression que le chemin arrive à son terme. Ça peut arriver. Chez Ecofi, ça arrive pas. C'est arrivé notamment avec des fois l'apparition de controverses. Oui. Volkswagen, c'était pas le cas chez Ecofi, mais Volkswagen est un bon exemple. Donc il y a des controverses qu'on maîtrise pas nécessairement. Donc ça peut arriver. Après, c'est pas fréquent. Voilà, dans l'ensemble, c'est pas fréquent parce qu'on a vraiment on n'est jamais à l'abri. Il y a un travail en amont, encore une fois, qui est fait pour déjà sélectionner les sociétés qui ont ce qu'on appelle les meilleures pratiques. Après, on n'est jamais à l'abri d'un accident, mais auquel cas, comme l'a dit Edmond, on vend la position. Ok. Il y a un thème que j'aimerais qu'on aborde. On a parlé des secteurs. On disait, il n'y a pas que les secteurs qui sont front, auxquels on pense spontanément, les fabricants de panneaux solaires, l'hydrogène, etc. Il y a aussi des secteurs de deuxième niveau, l'agriculture, etc. Est-ce qu'on peut parler des entreprises ou des secteurs émergents, c'est-à-dire qui ne sont pas encore sur les radars, qui peuvent être des entreprises qui ne sont pas encore cotées, qui sont peut-être cotées, mais qui ne sont pas encore sur les radars, dont vous dites, ces entreprises, à terme, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, ça va rentrer dans notre univers investissable. Parce que directement ou indirectement, ça a à voir avec le climat. Vous voyez le sens de la question ? Oui, bien sûr. En même temps, je comprends que vous n'avez pas nécessairement envie de partager toutes vos convictions et d'ouvrir complètement le capot. Non, bien sûr. Après, c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, on a 75% des technos qui sont déjà existantes. Donc, il reste 20-25% de choses qui vont émerger. Exactement. Ça répond à votre question. Donc, c'est la partie qui va nous intéresser, qui n'est pas mature. On peut citer quelques exemples. Je parlais tout à l'heure de la nutrition. Donc, il y a la nutrition, il y a les protéines végétales. On va avoir la viande en laboratoire.
On commence à l'avoir. Alors, c'est pas du tout économique. C'est là au stade vraiment, pas de recherche puisque ça a été fait déjà, mais c'est très tôt, on va dire. Ouais. Mais on est assez convaincu que ça va se développer. Il n'y a pas, à ma connaissance, pas de véhicule boursier pour l'instant pour le jouer, mais c'est quelque chose qu'on regarde de près. Ensuite, autour de l'énergie, oui, vous avez pas mal de choses. Donc le stockage qui commence maintenant à devenir sur le devant de la scène, mais derrière, il y a encore pas mal de technologies sur les stations de recharge aussi. Comment on va pouvoir charger son véhicule électrique plus rapidement? Là encore, il y a des technologies, des nanotechnologies qui sont aujourd'hui en développement, notamment en Asie. On n'a pas encore le moyen de le jouer en côté, mais c'est des choses qu'on met sous veille. Ok, qui sont sous veille, qui sont pas encore sur les radars, mais exactement. On prend du temps pour voir ce que font ces gens-là. Exactement. Et en se disant, et à un moment ou à un autre, on va croiser leur chemin. Oui. Et sur ces sujets-là, j'attirerai l'attention peut-être des investisseurs qui nous regardent sur deux sujets. C'est sur ces technologies qui émergent, c'est l'intérêt aussi de passer par des professionnels de l'investissement, parce que typiquement sur des technologies comme ça, c'est difficile de les identifier. Ensuite, c'est parfois des technologies qui ont de très belles perspectives en termes de développement en volume. En revanche, il faut que les prix baissent de façon considérable, et du coup, le parcours boursier des entreprises risque d'être très chahuté. On l'a vu dans le solaire, on le reverra peut-être notamment avec l'hydrogène vert par exemple. Donc voilà, ça c'est premier sujet. Et deuxième sujet, nous, Olivier parlait de la viande de laboratoire, nous ça nous interpelle aussi sur les entreprises qui existent et qui risquent d'être disruptées par ces nouvelles technologies. Typiquement dans le domaine agroalimentaire, les entreprises aujourd'hui qui produisent des protéines animales, qui sont des Tyson Food, des GBS, des choses comme ça, ils n'ont pas du tout de programme d'investissement pour développer l'alternative. Donc si un jour ça bascule, si un jour il y a en face une viande synthétique qui existe, et puis que la clientèle bascule là-dessus, leur business risque d'en souffrir. On sait que l'adoption, elle est en général toujours beaucoup plus rapide que ce qu'on avait anticipé. Voilà, le courbant S. Et du coup, ça peut aller très très vite, ça peut coûter très vite, très cher à ces entreprises. Oui, c'est intéressant ces phénomènes d'adoption. Parfois, il se passe rien pendant des mois, des trimestres. Et puis après, en l'espace de quelques mois, ça bascule. C'est très intéressant, surtout quand on regarde historiquement sur les innovations, ce qu'on appelle les disruptions, ça suit la même courbe, cette courbe en S en fait. Vous avez une adoption qui est lente au début et vous avez un point d'inflexion et là, ça part en S. Une accélération. Pensez aux véhicules électriques. Le point d'inflexion, ça sera quand les véhicules électriques seront à parité en termes de prix d'achat par rapport. Aujourd'hui, c'est 5% de taux de pénétration. Personne n'avait prévu ça en 2022. Et on n'est pas, de notre point de vue, pas très loin. Quand ça va devenir économique, l'adoption va exploser. Allez, on arrive à la dernière ligne droite, même le terme bientôt de notre table ronde, de notre live consacré climat, quelle stratégie, 1 an, 5 ans, 20 ans. On peut parler un peu, vous êtes l'un et l'autre gérant, on peut dire quelques mots, vous pouvez dire quelques mots sur le fonds que chacun vous gérez de votre côté. Oui, non, bien sûr. Alors, donc moi, je gère un fonds qui s'appelle Senso Smart Climate, qui est Action Internationale. L'idée, c'est d'analyser à chaque fois, pour chacune des entreprises dans lesquelles on investit, à quel point elle est exposée aux problématiques climatiques, donc des problématiques de transition et de risques physiques, et quelle est la qualité de sa gestion de ces problématiques-là. Et c'est vraiment ça qui est au cœur du réacteur et qui motive nos décisions d'investissement, avec en plus, bien sûr, de l'ESG, parce que pour nous, le climat ne va pas aussi sans quand même un socle social et de gouvernance solide, et aussi sur les autres problématiques environnementales. Smart Climate, c'est clair. Alors nous, chez Ecofi, on peut citer le fonds Ecofi Agir pour le climat, qui est un fonds multi-actif, qui a 3 labels. Donc il y a le label Greenfin, qui est le cahier des charges du gouvernement. C'est un fonds ISR. Et c'est également un fonds solidaire. Donc, on a une poche d'investissement de l'ordre de 5% dans le solidaire. Sur la partie action dont je m'occupe plus spécifiquement, donc on est clairement dans la transition énergétique. C'est un fonds dans lequel on va investir en Europe. Et comme je le mentionnais, on a vraiment une approche holistique. On s'intéresse à tous les secteurs qui vont être embarqués dans cette transition énergétique. C'est très clair. C'est très clair. Olivier Edmond, merci d'avoir été avec nous. Et puis, on se retrouve d'ici une vingtaine d'années. Avec plaisir. À très bientôt. À bientôt. À bientôt. Au revoir.